Kiaka Gold veut investir 500 millions de dollars américains dans l'exploitation de la mine d'or de Gogo dans le Zunweogo. La société attend le feu vert des pouvoirs publics avant de s'installer. Et puis, les activités n'ont pas complètement repris à la Société africaine de pneumatiques. Les travailleurs conditionnent leur reprise à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce journal par des échos de l'arrivée du président du Faso à Accra. Michel Kafando prend part à la 47e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Avec ses pairs de la sous-région, ils vont parler de l'évolution de la transition au Burkina Faso et de la situation sécuritaire dans la sous-région. Revenons à Ouagadougou pour ouvrir le carnet d'audience du président du Conseil national de la transition. Chérif Sy a reçu l'ambassadeur de Cuba et des représentants de plusieurs organisations de la société civile. Des précisions avec Drissa Seri. L'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso, Ana Maria Chongo, est venu apporter à la fois le soutien de son pays aux autorités de la transition et au processus de développement. En ce moment, 27 médecins travaillent dans 100 régions de Burkina. Et au nom du gouvernement de Cuba, je voudrais aussi formuler au gouvernement de la transition, au peuple burkinabé, les meilleurs vœux dans cette importante année de transition. Acteur du développement, le laboratoire Citoyenneté est une organisation de la société civile spécialisée dans la gouvernance locale. Il est venu solliciter l'accompagnement du président du CNT pour la mise en œuvre d'un renouveau de la décentralisation burkinabé. La vraie décentralisation, celle qui consiste à améliorer les conditions de vie des populations en les faisant participer à l'exercice du pouvoir local, en les faisant participer à la création de richesses, de biens et services pour les populations, cela n'a pas encore été opéré. Les communicateurs auront un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du renouveau de la décentralisation. L'Union catholique africaine de la presse, elle est venue rendre une visite de courtoisie au président du CNT. Nous sommes venus pour lui dire que l'UCAP Burkina est disposé à l'accompagner et lui faire part des projets de notre union, à savoir certaines activités dont la principale qui est la semaine du communicateur catholique qui se tiendra bientôt en fin juin et qui se penchera sur les défis de la couverture électorale. À la suite de la presse catholique, le secrétariat permanent des ONG est venu faire part à Chérif Sy d'une série d'actions qu'il compte mener et lui demander de faire en sorte que dans notre pays, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement soit reconnu comme un droit à travers la loi fondamentale qu'est la Constitution. C'est aussi fort de cet engagement qu'il lui reconnaît que le mouvement de solidarité pour le droit au logement est venu rencontrer un camarade de lutte. Objectif, lui soumettre des doléances qui concernent les textes sur la loi foncière. La mine d'or de Gogo, je vous l'ai annoncé en titre, veut ouvrir entre 2016 et 2017. Selon les études, les potentialités de la mine sont d'environ 150 tonnes de métal jaune. Kiaka Gold, qui porte le projet, a déjà mené plusieurs études sur les impacts du projet, aussi bien sur l'environnement que sur la vie des populations. La maison mère, qui est B2Gold, a invité les autorités de la région à visiter le futur site de la mine d'or de Gogo. Ismaël Diloma Sidima. Avant d'ouvrir officiellement ses portes avec le permis d'exploitation, Kiaka Gold, une filiale de B2Gold, a reçu des invités de marque. Le gouverneur de la région du Centre-Sud, accompagné des directeurs régionaux, ont pu visiter le site qui va abriter la mine, ainsi que la réserve des différents échantillons de roches prélevées qui prouvent qu'il y a près de 150 tonnes d'or sur ce site. Il fallait absolument que nous demandions au gouverneur de bien vouloir venir regarder ce que nous faisons,
de comprendre ce que nous faisons pour mieux nous supporter, pour mieux apporter l'information à travers éventuellement la région. L'installation effective de la mine de Kiaka, selon le représentant pays de BitGold, va nécessiter 500 millions de dollars américains et cela devrait générer au moins 700 emplois permanents dès son démarrage. Ce qui est sûr certain, c'est que nous avons déjà déposé notre demande pour que le ministère puisse statuer par rapport donc au permis d'exploiter. Nous pensons que dans les mois qui viennent, nous allons avoir ce permis. Kiaka Gold, qui dit se soucier de la nature, a déjà finalisé l'étude de l'impact environnemental. Et pour minimiser les dégradations, des stratégies sont prévues. En ce qui concerne l'eau potable, nous vous avons dit déjà maintenant, nous avons tous les forages qui sont aux alentours de la mine. Nous avons commencé à prendre des échantillons tous les 3 mois pour envoyer au laboratoire pour analyse. Cela va nous permettre en fait de savoir si la nappe est polluée ou pas quand nous allons commencer à faire la mine. Il ne s'agit pas d'attendre de faire la mine avant d'aller chercher justement ces échantillons-là. Il faut déjà analyser l'eau avant et pendant. L'installation de la mine de Kiaka, qui devrait être effective entre 2016 et 2017, ne devrait pas nécessiter de déplacement de population. Seuls 2 sites d'orpaillage artisanal et une centaine de hameaux de culture seront touchés. Et Kiaka Gold dit avoir déjà envisagé les différents dédommagements. De Manga, nous nous rendons à Tenkodogo où s'est rendu le ministre délégué chargé du budget. Amina Bambara a échangé avec ses collaborateurs de la région du Centre-Est et dans la région, les problèmes les mieux partagés sont le manque de personnel et de logistique. Badaniel Kambou. En se rendant dans la région du Centre-Est, la ministre déléguée chargée du budget avait à cœur de s'imprégner des conditions de travail de ses agents, mais aussi de les encourager à redoubler d'efforts dans leurs tâches quotidiennes. Lorsque nous avons pris service aux fonctions, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et moi, nous avons promis au personnel, à nos collaborateurs qui sont au niveau déconcentré, de leur rendre une visite pour véritablement les encourager afin qu'ensemble on puisse atteindre les missions qui nous ont été assignées au niveau de ce gouvernement de transition. Chargés de la mobilisation des recettes pour le compte de l'État, ces agents ont donc saisi l'occasion pour présenter des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Les différentes structures déconcentrées du ministère de l'Économie et des Finances ont plus ou moins des problèmes communs. C'est essentiellement des problèmes d'ordre du personnel, c'est-à-dire que le personnel n'est pas en nombre suffisant et en qualité aussi. Et également au niveau du personnel de soutien. Vous avez suivi les différentes interventions. Quand vous prenez une structure qui ne dispose ni de secrétaire ni d'agent de liaison, vous voyez que c'est un peu difficile. Il y a le problème de la logistique. Le parc automobile est vieillissant alors qu'il y a de grandes distances à couvrir. À toutes ces préoccupations, Madame Amina Bila entend apporter des solutions. C'est vrai que le temps de transition reste quand même très limité, mais les solutions que nous allons proposer, ce sont des solutions qui pourraient être de court terme, ça c'est évident. Mais il y a des solutions de moyen et de long terme et nous sommes convaincus que le prochain gouvernement qui viendra, qui j'imagine aura encore plus de défis que ce gouvernement de transition, n'aura de choix que d'aller dans ce sens. Cette sortie du ministre de l'Économie et des Finances est la 3e du genre après celle de Banfora et de Bobo Dioulasso. S'achemine-t-on vers une sortie de crise à SAP Olympique? C'est en tout cas ce qu'espèrent les travailleurs qui conditionnent cependant leur reprise à la satisfaction des conditions de travail et à la satisfaction de la plateforme salariale des ouvriers. Les travailleurs bénéficient dans l'action du soutien de la coordination syndicale des hauts-bassins avec qui ils ont rencontré la presse. Kadou Romenki. C'est en présence des employés de la SAP, la Société africaine de pneumatiques, que s'est tenu ce face-à-face entre syndicats et journalistes. Sur la table de discussion entre patronat et employés,
sur les points de revendication concernant l'indemnité de logement et le relèvement du taux d'échelon. Pour la classe syndicale, les employés doivent mieux bénéficier du profit financier réalisé dans l'entreprise. En vérité, la SAP appartient aux travailleurs. De toute façon, ils sont installés depuis avant-hier, depuis hier, ils sont là-bas. Les cadres, les directeurs sont tous à la SAP. Mais je peux comme ça, là, mettre mon doigt au feu, qui sont incapables de produire un pneu. Ce sont nos camarades-là, quand ils vont rentrer, c'est eux qui vont produire les pneus, qui vont produire les chambres à air. Et c'est eux qui vont donner vie à la SAP. Sinon, même eux, là-bas, la SAP reste un cimetière. La SAP, à travers un communiqué, a invité ses employés à une reprise des activités. Mais à en croire la classe syndicale, le redémarrage des activités reste conditionné à la suite que les patrons de la SAP donneront à la plateforme revendicative. L'Union des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso est née en 2012. Elle compte à ce jour plus de 300 membres qui comptent, eux, sur le soutien de l'UG pour dynamiser la manière de conduire leurs affaires. Quelles actions l'Union mène-t-elle au profit de ses membres? La réponse du président, il est au micro de Lazare Pouya. Notre message pour la conférence de presse de ce matin, c'était dans un premier temps présenter notre structure, les objectifs et les missions. L'Union des jeunes entrepreneurs du Burkina est une structure qui est née de la volonté d'un groupe de jeunes entrepreneurs soucieux du développement de leurs entreprises. Les objectifs, c'est de promouvoir le secteur privé au Burkina et également de favoriser l'insertion des jeunes dans le tissu économique. Voilà, également d'accroître les opportunités d'affaires des différents membres. Actuellement, nous avons implanté la structure dans certaines régions. Nous avons en vue une journée d'échange avec le gouvernement afin de diagnostiquer les maux qui minent l'entrepreneuriat au Burkina, faire des propositions, des suggestions et attendre maintenant des autorités des solutions, voilà, à court, à moyen et à long terme. Comment mettre fin au trafic des biens culturels? La lutte est entamée depuis plusieurs années et avec l'évolution des pratiques, il faut que les acteurs de la lutte s'adaptent aux méthodes des trafiquants. Adama Koulibaly. Du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, tous responsables des comités nationaux des pays membres de l'ICOM, Comité international des musées. L'événement qui les réunit est un séminaire international sur le trafic illicite des biens culturels. L'objectif d'une telle rencontre qui se tient à l'occasion de la Journée internationale des musées est de réfléchir sur le rôle des musées dans le processus de développement social et de faire l'état des lieux face aux menaces dues au trafic et au vol du patrimoine culturel qui est au 3e rang des activités criminelles à l'échelle mondiale. Nous attendons au sortir de ce séminaire-là qu'ils fassent des propositions suffisamment pertinentes et audacieuses aux États afin que les États s'en saisissent pour imaginer ensemble la lutte contre le trafic qui ne peut pas se faire dans un seul pays. Vous avez suivi, le phénomène est international, voire mondial, et donc il faut que plusieurs pays se donnent la main pour être plus efficaces ensemble. Et vous savez, le travail de muséologie est un travail qui est scientifique, qui n'est pas aussi simple qu'on le pense. On ne prend pas les objets comme on prend n'importe quel ustensile. C'est dans des conditions extrêmement précises avec des méthodologies qui sont éprouvées. On les conserve dans des conditions de sécurité maximale. Les gens ne le savent pas, mais un musée est censé être comme une banque pour les biens culturels. Au terme des travaux, les représentants des pays membres de l'ICOM devraient s'approprier les outils de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Il va s'agir de se servir des collections existantes pour les communiquer au public et de toujours faire l'inventaire du patrimoine culturel. C'est aussi le lieu d'échange d'expériences dans la lutte contre ce phénomène mondial contemporain qui risque d'affaiblir les sociétés à long terme.
Parlons sport à présent avec des échos des Jeux universitaires 2015. Les compétitions en cyclisme ont eu lieu hier sur l'avenue Charles de Gaulle. Chez les dames, c'est Zenabou Konombo qui est arrivée première, tandis que chez les hommes, c'est Mathias Sorgo qui a bouclé en tête le circuit de 20 km. Des précisions avec Kalfa Ouattara et Lassina Sawadou. L'introduction de la course cycliste est l'innovation majeure de ces 4e Jeux universitaires. Sur l'avenue Charles de Gaulle, 2 compétitions ont permis aux étudiants venus des différentes universités de montrer leur savoir-faire sur la petite reine. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment les étudiants qui font vraiment le cyclisme. Donc moi, je pense que vraiment nous devons encourager et même voir si nous pouvions formaliser cela en attribuant vraiment des bourses d'études à nos jeunes cyclistes qui peuvent vraiment représenter valablement l'Afrique. Dans la première course, 15 étudiants ont pris le départ pour un circuit fermé de 2 km à parcourir 5 fois, soit 10 km au total. Sur cette distance, Zenabou Konombo s'est montré intraitable et remporte la course en 19 minutes 40 secondes, soit une vitesse moyenne de plus de 30 km/h. Course est course, ça dépend de la force physique. Donc je peux dire que je me suis donné tout pour gagner cette course. Le départ des cyclistes hommes a été retardé car certains ont voulu compétir avec des vélos professionnels, ce qui n'était pas admis par le règlement. Au finish, 41 coureurs se lancent à la conquête de la moto mise en jeu pour le premier prix. Les 20 km ont été survolés par Mathias Sorgo qui n'avait visiblement pas d'adversaire. Il faut se dire qu'aux prochaines éditions, nous aurons la discipline cyclisme et nous allons essayer autant que peu avec la fédération de cyclisme engager progressivement des compétitions régulières pour permettre à ces jeunes talents de pouvoir s'exprimer et pourquoi pas de rejoindre l'élite nationale du cyclisme qui, je le rappelle encore, vient de faire une grosse performance au niveau du Togo. Les courses permettront de forger de nouvelles vocations à l'image de Mathias Sorgo, le vainqueur du jour, le premier étudiant cycliste à signer un contrat professionnel dans un club cycliste du Faso. C'était tout pour ce 13h15. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.